Bonjour à tous et bienvenue à cette soirée qui se veut totalement originale, qui est notre deuxième édition Pain Talk. Pain Talk en français, ça veut dire parlons douleur. Avant que j'oublie, bien sûr, les téléphones, on les rallume à la fin. Alors, je suis ravie, en tant que présidente de la SFETD, d'inaugurer cette deuxième édition de Pain Talk. Et je tiens à vous remercier d'être là, aussi nombreux. Et puis, à tous ceux qui nous suivent en fait, sur notre chaîne en direct ce soir, qui sont aussi avec nous et que je sais qu'ils sont nombreux. Tout d'abord, je vais vous présenter la SFETD. Qu'est-ce que c'est? C'est la Société française d'études et de traitement de la douleur. Donc, c'est une société savante qui se caractérise par le fait qu'elle regroupe plusieurs professionnels qui sont des infirmiers, des médecins, des kinésithérapeutes, des psychologues, des chercheurs et d'autres, même des vétérinaires, qui viennent, qui sont tous sur la même thématique, la thématique de la douleur. Et donc, aujourd'hui, nous sommes la veille de notre congrès national qui se tient en fait tous les ans dans une ville différente et nous attendons demain 1752 personnes dans le congrès, dans ce palais de congrès. Voilà. Et la SFETD, en fait, elle a trois missions. La première, c'est bien sûr traiter la douleur. La deuxième, c'est former les soignants. Et la deuxième, c'est chercher des solutions pour prendre en charge la douleur. Alors, vous avez compris, cette soirée, elle prend place dans cette deuxième mission qui est former. La formation ne se limite pas seulement aux soignants, aux professionnels de santé, mais également, elle passe également par la sensibilisation du grand public, du plus grand nombre. Et donc, cette soirée est dédiée à vous, qui êtes le grand public, vous êtes des citoyens, vous êtes des patients, vous êtes des familles de patients, vous êtes des aidants et aussi beaucoup de professionnels de santé qui viennent également se former aussi ce soir avec nous. Alors nous, la SFETD, nous sommes persuadés que pour progresser dans la prise en charge de la douleur, c'est avec vous, car seuls les soignants ne peuvent pas accomplir grand-chose. Alors nous sommes ravis que cette soirée ait vu le jour et qu'elle perdure dans cette deuxième édition. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et nous l'avons en fait rêvé, nous l'avons imaginé. Nous avons été accompagnés par nos amis canadiens, les réseaux de recherche des jeunes chercheurs canadiens, québécois, et qui ont déjà une expérience du Pain Talk, de ces soirées qui sont à la 8e édition. Donc nous, on débute et ils nous ont accompagnés. Et je remercie encore pour leur accompagnement tout au long de l'année. Alors ce soir, des médecins, des psychologues, des infirmiers, des chercheurs, experts dans le domaine de la douleur, vont quitter leur blouse et endosser le rôle de comédien le temps d'une soirée. Et leur objectif, c'est de vous faire passer un message afin de partager simplement leurs connaissances et leur expertise autour de la douleur. Alors pour orchestrer tout ça, j'ai le privilège d'être accompagnée par Nathalie Holnet de la Fondation Apicil et qui nous offre son soutien depuis plusieurs années, pas seulement pour le Pain Talk, pour la SFETD, pour la prise en charge de la douleur. Et un petit mot sur la ville de Saint-Malo, qui emprunte d'histoire et de charme et qui sert de décor à cette rencontre où la douleur devient le fil conducteur de nos échanges. Nous avons un super amphithéâtre qui donne sur la mer, donc nous sommes très heureux. Et merci à tous d'être présents, prêts à entamer une soirée, très belle soirée dédiée à la compréhension et à l'appréhension de la douleur dans toutes ses nuances. Un petit mot, Nathalie? Merci Valéria. Donc un petit mot pour vous parler de la Fondation Apicil avant d'écouter nos soignants acteurs d'un soir. Je voulais vous dire quelques mots sur la Fondation Apicil. Donc j'ai le plaisir de travailler pour la Fondation depuis 18 ans. La Fondation a pour objet la lutte contre la douleur physique et la douleur psychique. Et on est là vraiment pour accompagner les acteurs de terrain. On fait remonter les besoins du terrain. Donc nous sommes sollicités par des chercheurs, par des médecins, par des infirmières, des kinés, des aides-soignantes, des tas de personnes qui travaillent au contact des personnes qui ont des problèmes de douleur ou qui souhaitent mieux la comprendre, la prévenir, la soigner. Et donc, on va financer des projets sur l'ensemble du territoire français. Depuis une petite vingtaine d'années,
On a accompagné presque 1000 projets qui permettent vraiment d'améliorer aussi le développement de la prise en charge par les accompagnements non médicamenteux. Donc énormément de formations qui sont dispensées, notamment par l'hypnoanalgésie bien sûr. Et puis on va financer des postes pour qu'il y ait des personnes qui donnent de leur temps auprès des patients, que ce soit pour écrire des biographies hospitalières dans les services de soins palliatifs, que ce soit des art-thérapeutes qui interviennent dans les services de cancérologie ou autres services, des projets en pédiatrie également. C'est la douleur à tous les âges de la vie, la douleur physique et la douleur psychique. Donc c'est un vaste programme et j'ai eu la chance d'être accompagnée par 15 médecins qui travaillent dans le conseil scientifique et puis également une philosophe, un psychologue. Et donc c'est très important d'étudier toutes ces demandes avec un regard très pluridisciplinaire. C'est indispensable quand on parle de douleur. Vous le savez, la douleur doit être vue sur tous les angles. Et c'est ça qu'on va voir ce soir d'ailleurs avec nos orateurs. Eh bien, sans plus tarder, on va introduire nos soignants acteurs. Donc, elle est jeune, enthousiaste et pétillante. Elle a choisi un métier dans le soin lui permettant d'exercer ses compétences relationnelles. Formée à la communication non violente, à l'hypnose et à l'éducation thérapeutique, elle exerce en tant qu'infirmière ressources douleurs au CHU de Rennes. Son engagement se manifeste dans la création de la construction d'une alliance thérapeutique avec les patients qu'elle accompagne. Elle est de nature joueuse. Elle vous propose ce soir de jouer un jeu qui peut se jouer seul ou entre amis. Nous accueillons ce soir Anaëlle Josse Davy avec cette question, un puzzle pour comprendre la douleur. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et je vais vous proposer de jouer. De jouer en commençant en répondant à une question. Cette question est la suivante. Un puzzle peut-il nous permettre de comprendre la douleur ? Alors, pour ce faire, je vais vous proposer de commencer par faire une expérience. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux, vous êtes en sécurité. Prenez le temps, appréciez. Et maintenant que vous avez fermé les yeux, je vous invite à vous souvenir de la dernière fois que vous vous êtes cogné l'orteil contre le coin du lit. Allez-y, laissez tout remonter. Les sensations, les réactions, les émotions et toutes les pensées. Allez-y, laissez tout remonter. C'est une soirée qui commence un peu bizarrement, je suis d'accord avec vous. Maintenant que vous avez tout laissé remonter à la surface, je vous invite à ouvrir les yeux. Et je vais vous inviter à répondre à 4 questions. Lorsque vous avez une douleur, que sentez-vous ? Comment votre corps réagit-il ? Que ressentez-vous ? Et enfin, que pensez-vous ? Ces questions nous permettent de construire un puzzle que l'on appelle les 4 composantes de la douleur. Cette première question d'abord. Lorsque vous avez une douleur, que sentez-vous ? Lorsque je me cogne l'orteil, ça brûle, ça tire, ça lance. Toutes ces sensations. Ce que l'on appelle la composante sensorielle. Tout ce que je ressens dans mon corps. Toutes ces sensations qui me traversent. La deuxième question, lorsque j'ai une douleur, comment mon corps réagit-il ? Il est possible que certains poussent des hurlements, ou un visage très crispé, ou même se frottent le pied. C'est ce que l'on appelle la composante comportementale de la douleur. Ce sont toutes vos réactions, la manière dont votre corps réagit à chaque fois que vous vivez une douleur. La troisième question, que ressentez-vous ? Quelles sont les émotions qui vous traversent ? Il est possible que certains soient anxieux, aient peur, soient inquiets. Et d'autres sacrément en colère. C'est ce que l'on appelle la composante émotionnelle de la douleur. Toutes les émotions qui nous traversent à chaque fois que nous avons une expérience douloureuse. Elles sont diverses et variées. Et enfin, la quatrième question. Quelles sont vos pensées ? Que pensez-vous lorsque vous avez une douleur ? Alors peut-être que dans un premier temps, vous allez vous demander pourquoi, en 2023, il y a encore des coins sur les lits. Étonnant.
Peut-être que d'autres vont se demander s'il y a une fracture à l'orteil et s'il faut aller aux urgences et comment ça va se passer et s'ils vont pouvoir se balader sur les remparts de Saint-Malo. Toutes ces questions existentielles. C'est ce que l'on appelle la composante cognitive de la douleur. Ce sont toutes les questions que nous avons, toutes les pensées qui nous traversent, qui vont être très diverses, qui vont être très variées, qui vont dépendre du contexte, de notre expérience, de nos mémoires, tous ces éléments. Vous avez donc ici le puzzle de la douleur. Et à chaque fois que vous avez une douleur, il y a toujours ces 4 pièces qui vont s'entremêler les unes entre les autres. Parfois, il est possible qu'on ne s'occupe que de la composante sensorielle et que du coup, on ne s'occupe que de l'orteil, en ne se concentrant que sur ce qui pique, que sur ce qui tire, sur ce qui brûle. Mais du coup, on oublie les 3/4 de la douleur. On oublie les 3 autres pièces. La composante comportementale, émotionnelle et cognitive. Si l'on voulait aller un peu plus loin ce soir, je pourrais vous poser une deuxième question. Quelles sont toutes les solutions que vous connaissez, que vous utilisez pour vous soulager? Ce que l'on appelle dans notre jargon les stratégies antalgiques. Vous pourriez en répondre beaucoup. Si je me concentre sur la douleur que j'ai à mon orteil, il y a plein de stratégies différentes. Il est possible de se frotter, ce qu'on appelle la contre-stimulation. Je vais venir frotter, envoyer une information de toucher pour ainsi diminuer la sensation douloureuse. Il est possible que d'autres personnes poussent des cris et des fois même jurent, un peu comme si les émotions pouvaient sortir comme ça. D'autres vont peut-être mettre du froid pour anesthésier cet orteil. Parfois, moi, quand j'ai ce type de douleur, je continue mes activités ou j'appelle ma sœur, parce que je me rends compte que quand j'ai Bérénice au téléphone, étonnamment, la douleur passe peut-être plus vite. Parfois, certaines personnes vont prendre un médicament, ou alors utiliser d'autres techniques. L'auto-hypnose, par exemple. Je vais pouvoir, alors que j'ai cette douleur, me trouver dans un état de conscience modifié, avec une modification de ma respiration, de mon rythme cardiaque, ce qui va impacter mes sensations, la manière dont mon corps réagit, mes émotions et mes pensées. Vous avez ici l'exemple de ce que l'on appelle les stratégies multimodales, c'est-à-dire ces solutions médicamenteuses et non médicamenteuses qui vont pouvoir s'enchevêtrer et qui vont pouvoir ensemble répondre à notre problématique douloureuse. La première question que je vous ai posée ce soir, c'est: un puzzle peut-il vous permettre de comprendre la douleur? La réponse que je propose ce soir est oui, car vous avez enfin différentes clés, 4 clés pour être plus exact, afin d'apprivoiser la douleur pour mieux vivre au quotidien. Je vous propose maintenant de retrouver tout le confort nécessaire et d'oublier cette histoire d'orteil pour bien profiter de votre soirée, que je vous souhaite de passer un grand moment de plaisir. Merci. Merci beaucoup Anaëlle. Nous allons maintenant pouvoir écouter Louise Malou-Dossi. Louise Malou-Dossi est psychologue au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Quand elle était petite, Louise ne voulait surtout pas devenir médecin, pas comme papa, ni travailler à l'hôpital, comme le reste de la famille d'ailleurs. C'est avec un autre projet qu'elle démarre ses études de psychologie. Elle se passionne pour la psychologie scientifique et notamment pour les thérapies comportementales et cognitives afin d'aider des enfants, des adolescents, des adultes confrontés aux situations d'urgence, de maladie et de douleur. Elle nous présente ce soir le côté obscur de la douleur. Propose ce soir de larguer les amarres et d'aller à la découverte d'un iceberg.
Un iceberg, qu'est-ce que c'est? D'immenses blocs de glace, résultat d'un processus de superposition de fines couches de neige. Ce que nous voyons là de l'iceberg, de sa taille réelle, nous n'en voyons que 10%. Il y a une face cachée, bien plus importante, plus complexe et complètement invisible. Exactement comme dans la douleur. Expérience que nous avons tous vécue ce soir, je vous propose de partir à la découverte de la douleur qui ne s'arrête pas. Celle qui s'enfonce profondément dans l'âme et la chair et qui n'est plus temporaire mais continue. Alors la douleur, c'est un signal d'alarme pour montrer que quelque chose dans le corps ne va pas. Comme le signal d'alarme d'une maison, il nous informe qu'un intrus rentre chez nous, qu'il y a une intrusion. Maintenant, imaginons que ce signal d'alarme dysfonctionne, est complètement cassé, et que l'alarme retentit en permanence. Quelles que soient nos stratégies, rien n'arrête. Irritant, n'est-ce pas? Eh bien ça, c'est de la douleur continue ou chronique, et c'est une maladie. Comme pour Catel. Catel a 37 ans. Elle a eu un cancer du sein, traité selon les recommandations, et elle fête sa première année de rémission. Sauf que la fête est gâchée. Parce que depuis 6 mois, Catel vit avec des douleurs. Et la face cachée de sa vie, c'est que depuis 6 mois, elle perd le sommeil, l'appétit, son sens de l'humour. Elle a des difficultés à se concentrer au travail. Elle n'a plus autant de patience avec ses enfants et ne tolère plus les gestes d'affection de son compagnon parce que cela déclenche des douleurs terribles. Elle qui avait plein de projets, elle n'a plus envie de rien maintenant. Autonome avant, elle doit demander de l'aide aujourd'hui pour se laver les cheveux, agrafer son soutien-gorge. Et cette douleur qui dure l'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Les traitements ne font plus d'effet. C'est peut-être le cancer qui revient. Et cette douleur qui ne s'arrête pas, il faut vraiment que ça s'arrête. Naturellement, elle veut. Et nous voulons tous que la douleur s'arrête. La douleur, nous cherchons tous à chercher à s'en échapper, la tenir éloignée. Et bien souvent, quand nous sommes face à la douleur, le cerveau, oui, s'inquiète, désespère et ne voit qu'une perspective négative de l'avenir. Et face à cela, eh bien, cet engrenage nous fait réaliser des choses assez terribles. Comme pour Catel, voilà, elle est vraiment dans la douleur chronique. Mais finalement, comment ça vient, la douleur chronique? Comment cette douleur continue peut s'installer? Eh bien, dans certaines maladies ou accidents de la vie, les récepteurs à la douleur sont abîmés, ces capteurs de la douleur. Et puis parfois, ce sont les nerfs, ces autoroutes des messages douloureux qui vont être abîmés. Puis parfois, c'est les deux, le capteur et l'autoroute. Et puis parfois, il n'y a aucune lésion apparente, et pourtant la personne souffre. Et enfin, dans certains cas, à la suite de traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, les douleurs chroniques s'installent. Comme pour le cas de Catel, heureusement, elle n'a plus de cancer, mais elle est malade, et c'est de la douleur chronique. Alors, est-ce que ça se soigne? Bien sûr, mais les soins vont être particuliers et complexes. Je m'explique. L'objectif du projet va être de pouvoir améliorer la qualité de vie, d'atteindre quelque chose de le plus confortable possible, tout en vivant avec les douleurs, en essayant de faire varier le signal douloureux, en essayant de remettre le corps en mouvement, en essayant de l'aider à mieux dormir, à mieux manger. Mais n'oublions pas, la douleur déchire l'âme et la conduit parfois vers des projets funestes. Alors, n'hésitons pas à accompagner psychologiquement ces malades qui souffrent et leurs proches. Autant d'actions nécessaires qui vont guider ces malades pour retrouver leur chemin, comme la lumière des phares qui guident les navires au lointain. Je vous remercie.
Il est médecin anesthésiste réanimateur à la clinique Drouot à Paris, qui est spécialisée en orthopédie. Il est titulaire de la capacité douleur avec une consultation douleur spécialisée au sein de cette clinique. Mais bientôt, il partagera son temps entre la clinique et l'assistance publique en rejoignant notre équipe, mon équipe, au centre de douleur du CHU de Raymond Poincaré à Garches. Mais puisque nous sommes à Saint-Malo, dans une région bien vantée, nous pouvons parler de sa passion pour le kitesurf. Ce soir, il nous éclairera sur le thème captivant de la douleur post-opératoire, une réalité mais pas une fatalité. Et sans plus attendre, nous donnons la parole à Cyril Kemener. Récemment, j'ai reçu une patiente en consultation qui m'a fait réaliser à quel point un pan tout entier de la médecine périopératoire reste peu connu. Et ce pan, ce n'est pas des moindres, c'est la douleur post-opératoire. Alors pour la raconter, je vais vous raconter l'histoire de cette patiente. On va l'appeler Madame D pour ce soir, c'est une patiente de 78 ans, et puisqu'on est à Saint-Malo, on va plonger dans cette histoire. Bonjour docteur, je viens vous voir aujourd'hui parce que ça fait 3 mois que j'ai été opéré d'une prothèse de genou, et depuis ces 3 mois, j'ai toujours mal. Alors, comment s'est passé le cheminement? J'ai commencé à avoir mal il y a plusieurs années. Des douleurs la nuit, des douleurs en descendant les escaliers, des douleurs en marchant. Puis elles se sont empirées. Empirées à tel point que j'ai dû commencer à prendre des médicaments. Puis j'ai perdu de la fonction. Je commençais à ne plus pouvoir marcher. Alors, j'ai consulté mon médecin traitant. Il m'a prescrit une radiographie. Cette radiographie, je vous la présente ici. J'ai vu le radiologue, à la fin. Il m'a dit que j'avais une gonarthrose tricompartimentale. Ça veut dire une arthrose évoluée du genou. Dans le circuit, ensuite, j'ai vu le chirurgien. Et là, pas de doute, il y avait une indication à opérer. On allait m'opérer, et moi, dans l'opération, j'ai vu qu'on allait changer le genou, comme si on changeait une pièce usée dans une voiture. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait le cas. On a changé la pièce. Mais maintenant, mes douleurs, elles brûlent. Il y a des décharges. Elles ont changé. Alors, j'ai suivi le parcours. J'ai été revoir mon médecin traitant, j'ai été revoir mon chirurgien, j'ai été revoir mon anesthésiste. J'ai fait les radiographies de contrôle. Elles sont parfaites. La prothèse est en place. Il n'y a pas de décèlement. Il n'y a pas de complications. Tout va bien sur le plan de la radiographie. Alors, on va revenir sur une première phrase que cette patiente m'a dite. Suis-je la seule à avoir mal à 3 mois de ma chirurgie du genou? Pourquoi on fait des chirurgies du genou et pourquoi on fait des chirurgies en général? Pour 2 raisons sur le plan orthopédique. Retrouver une fonction, on disait qu'elle ne pouvait plus marcher ou moins bien marcher, et soulager les douleurs. En termes de fonction, on va être plutôt rassurant. 90% des patients, 9 patients sur 10 vont retrouver une fonction quasi normale quand on remplace le genou. En termes de douleur, on va se vouloir rassurant aussi. 7 patients sur 10 vont être franchement améliorés sur leur douleur du genou en post-opératoire quand on a remplacé ce genou. Mais 3 patients sur 10 vont avoir des douleurs post-opératoires. 30%. Alors ces douleurs post-opératoires, elles ne vont pas toutes être très sévères, elles peuvent être faibles, modérées, mais pour certains, dont Madame D, elles peuvent être sévères. Alors, la deuxième question, c'est avant j'avais mal en marchant, maintenant j'ai mal tout le temps, comment ça se fait? Il faut savoir que cette douleur, en effet, elle peut être issue de plusieurs choses. Soit c'est ce qu'on appelle une douleur nociceptive, une douleur due à la cicatrisation, due à l'inflammation post-opératoire. C'est un excès du signal douleur qui vient de ce genou. Soit elle peut être neuropathique, une petite lésion nerveuse qui a été au cours de la chirurgie. Soit elle peut être nociplastique, un déséquilibre entre la balance du système douleur et du système antidouleur. Et pour cette patiente, on va parler de douleur chronique puisqu'elle est au-delà de 3 mois après la chirurgie. Maintenant qu'on a dressé tout le tableau pour Madame D, on va voir qu'on peut proposer des solutions. La douleur post-opératoire, c'est une possibilité, mais pas une fatalité. Ces solutions, elles existent. Et on est tous là réunis ce soir pour vous les présenter. Et
vous avez un panel de métiers différents pour pouvoir prendre en charge cette douleur post-opératoire. On va avoir des kinésithérapeutes, des psychologues, des infirmiers ressources douleurs, des médecins physiques réadaptateurs, des médecins de la douleur. Tout ça, ça va mettre le patient au centre d'un réseau. Tous ces professionnels de la santé vont travailler en commun pour améliorer les douleurs post-opératoires. Et le patient sera au centre de tout ce réseau. Alors ce réseau, il va pouvoir vous proposer plusieurs thérapeutiques différentes, certaines médicamenteuses, certaines interventionnelles, certaines non médicamenteuses, telles que des patchs d'anesthésiques locaux, des patchs de piment, de la rééducation, de la prise en charge psychologique, plusieurs choses différentes, tout un panel de techniques qui vont pouvoir être mises au profit pour soulager cette douleur post-opératoire. Le tout, ça va être ça, d'avoir ce réseau qui permet une prise en charge rapide, qui soit spécialisée et qui soit pluridisciplinaire. Alors, on a vu que la douleur post-opératoire, c'était une possibilité, en aucun cas une fatalité. Si c'est le cas pour vous, parlez-en pour être orienté dans le circuit que je viens de vous présenter, soit à votre chirurgien, soit à votre anesthésiste, soit à votre médecin traitant, et ils seront là pour vous orienter au mieux. Merci Cyril. Nous allons maintenant écouter Clémence Bossard. Elle vient de finir ses études de pharmacie. Elle est spécialisée en essais cliniques. Elle vient tout juste du Québec où elle a réalisé son stage de fin d'études dans l'équipe de recherche de Raoul Daoust, spécialisée dans la douleur. Vous l'excuserez, il lui reste peut-être quelques petites traces d'accent de Québec. Et puis, elle va vous présenter Assembler le pulse, mettre les chances de son côté pour prévenir l'invalidité liée à la douleur chronique. Bonjour, donc on va continuer avec l'exemple du pulse. Et on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour prévenir l'apparition de l'invalidité liée à la douleur chronique. Donc ça, c'est la trajectoire qu'on connaît tous, c'est celle que moi j'ai appris à l'école. Une douleur chronique, ça va pouvoir entraîner une incapacité chez le patient qui va altérer sa qualité de vie. Nous, on va essayer de vous présenter une autre trajectoire. Et pour ça, on va faire une petite mise en situation. Donc on a Clara et Marie, c'est deux sœurs jumelles. Donc, elles font tout ensemble, tout pareil, tout le temps. Et là, mince, accident de voiture. Ce qui en résulte de cet accident de voiture, c'est qu'elles ont tout pareil. Les mêmes fractures, la même prise en charge, les mêmes médicaments, absolument tout. Enfin bref, vous vous imaginez une situation similaire. En revanche, il y a un petit problème. Au bout de 3 mois, Clara, tout va bien, elle a repris le travail, elle a plus mal, elle reprend les activités du quotidien petit à petit, tout est cool. Marie, sa sœur, en revanche, c'est pas la même affaire. Elle a toujours mal, elle n'a pas repris le travail, elle a de la difficulté à faire les actions du quotidien, faire la cuisine, rester debout, tout ça c'est compliqué. Enfin bref, elle montre vraiment des signes d'invalidité liés à la douleur chronique. Nous on se pose la question, pourquoi est-ce que sa sœur jumelle tout va bien et elle, il y a un problème? Donc pour ça, ça va être notre puzzle qui montre tous les différents facteurs qui peuvent entraîner une invalidité liée à la douleur chronique. Donc on a principalement les facteurs sociodémographiques et de prise en charge clinique, mais là on sait pour nos patientes que c'est la même chose. Et en fait, on s'est rendu compte que la qualité de vie, ça n'avait jamais été étudié comme cause du développement de l'incapacité liée à la douleur chronique. Et nous, c'est ce qu'on a voulu étudier. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait dans notre étude, et on a montré que dans 26% des cas de développement d'invalidité liée à la douleur chronique, et ben en fait, c'était lié à la qualité de vie du patient avant son accident. Donc dans le cas des filles, avant leur accident de voiture. Donc si on reprend l'image de notre puzzle, on se rend compte que là, on a des cases manquantes. En fait, il nous manque un quart du puzzle, c'est-à-dire 8 pièces. Et en fait, ces 8 pièces, ça correspond aux 8 composantes de la qualité de vie. Donc on va la définir ensemble parce que ce n'est pas toujours très clair. Et donc la qualité de vie, elle est définie par 3 grandes étapes. Donc la composante physique, avec l'activité physique, la santé générale, la douleur physique et le rôle physique. La composante plutôt psychique, avec cette fois-ci la santé mentale, la vitalité et le rôle émotionnel. Et enfin, la composante sociale, avec la fonction sociale. Donc ça définit la qualité de vie. Si on reprend notre trajectoire de départ, on a donc notre qualité de vie qui pourrait être en fait la cause de développement
de l'incapacité liée à la douleur chronique. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'incapacité liée à la douleur chronique? On a voulu évaluer ça chez nos patients. Et en fait, l'incapacité, elle est définie par 7 grandes composantes. Donc la première composante, c'est la composante domestique. Donc ça va être toutes les tâches du quotidien. Cuisiner, faire les courses, tout ça. Ensuite, on a tout ce qui va être loisirs, sport. Est-ce que nos patients ils sont capables d'avoir leurs loisirs correctement? Après, il y a les activités sociales. Donc est-ce que nos patients ont quand même une activité sociale qui leur correspond? Après, ça va être l'activité professionnelle, donc salariale, non salariale. L'activité sexuelle, donc ça c'est bien défini par la qualité et la fréquence des rapports sexuels. Ça va être l'autonomie, donc est-ce que les patients sont capables de répondre eux-mêmes à leurs besoins propres, se doucher, prendre la voiture. Et enfin, les activités de soutien, donc ça va être tous les besoins fondamentaux tels que respirer, dormir. Est-ce que nos patients, ils peuvent répondre à ces besoins-là? Si on reprend notre situation de départ, on avait Clara et Marie. Puis en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Eh bien, on le voit. Marie, il manquait bien plus de cases à son puzzle. En fait, Marie, avant leur accident, elle avait une bien moins bonne qualité de vie que sa sœur jumelle. Et c'est pour ça qu'elle a développé une incapacité liée à la douleur chronique. Comme la qualité de vie, elle est responsable de 26% du développement de cette incapacité, c'est quand même pas rien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Les patients ont vraiment la capacité d'avoir un impact sur la qualité de vie. Et on peut passer d'un puzzle vide à un puzzle plus plein. Et ce qui est la bonne nouvelle aussi pour les praticiens de santé, c'est qu'évaluer la qualité de vie des patients au moment de leur arrivée à l'urgence pour un trauma, eh bien, ça peut permettre d'avoir une prise en charge un petit peu différente des patients, avec une approche plutôt multidisciplinaire, avec des kinésithérapeutes et aussi des psychiatres, possiblement, dans leur prise en charge, et des psychologues dans la prise en charge des patients. Elle est anesthésiste et travaille à la clinique de la douleur du Centre hospitalier du Québec. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval et détient une maîtrise de technologie éducative. Elle consacre son temps à développer le portail de la formation à la douleur. Quand elle dit simplement « bonjour » dans un commerce, on lui dit qu'on adore son accent. Ce à quoi elle réplique en souriant qu'elle n'a pas d'accent, mais que tout le monde a un accent. Elle porte un collier de poisson normal, car sa passion, c'est la plongée sous-marine. Et elle m'a avoué tout à l'heure que c'est uniquement sous l'eau qu'elle décroche du boulot. Ne cherchez plus. Nous accueillons Anne-Marie Pinard sur le thème « La gestion de votre douleur est à votre portée ». Bonsoir. Oui, j'ai un accent. Alors, quand on souffre de douleurs chroniques, c'est tout à fait normal de chercher une solution. Ça va? C'est bon. Alors, c'est encore plus vrai quand on n'a pas un accès facile à un professionnel de la santé. On se tourne souvent vers ce qui est facile, ce qui est au bout de nos doigts, ce à quoi on a accès à la maison. Et c'est alors que Google devient Dr Google. Quand on trouve une ressource qui nous convient, qui est congruente avec nos valeurs, avec ce qu'on cherche, on lit avec fébrilité, on arrive à essayer d'appliquer certaines stratégies. Mais attention, est-ce que, en cherchant, vous appliquez des critères de qualité? Est-ce que vous savez, par exemple, est-ce que vous cherchez à savoir qui a écrit la ressource que vous consultez? Est-ce que cette personne est une personne scientifique, une personne qui a des connaissances ou encore un groupe reconnu? Est-ce que vous cherchez à savoir à quelle date cette ressource a été créée? Finalement, est-ce que vous cherchez à savoir est-ce que la ressource que vous découvrez est appuyée sur des écrits scientifiques? Ce n'est pas toujours évident de savoir à quelle porte frapper. Je vous propose une solution. Je vous présente le portail GérerMaDouleur.ca. Alors, le portail Gérer ma douleur, je vous en fais un bref aperçu. On a commencé par chercher des ressources dans des organismes sans but lucratif, sur le site d'ordre professionnel de bannières pharmaceutiques. On a trouvé 3800 ressources sur lesquelles on a appliqué nos critères de qualité, d'auteur, de date, de référence scientifique. Quand les ressources qu'on trouvait avaient 2 critères sur les 3 suivants, on passait
professionnels de la santé qui travaillent en douleur chronique, qui, eux, appliquaient des critères de pertinence, de clarté et de cohérence. On a commencé avec 3800 ressources. Il y en a un peu plus de 200 sur le site. C'est donc dire que la qualité de ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours au rendez-vous. Les 200 ressources qu'on a finalement acceptées ont été divisées en plusieurs catégories sur le site Gérer ma douleur. Si vous allez consulter le site, qui est complètement gratuit et accessible, oui, Discrètement. c'est bon, mais là, il risque d'avoir un retour par contre. Merci. Alors, donc, le site, quand vous le consultez, ressemble à ceci. Alors, vous avez là 3 ressources qui sont démontrées. Vous avez toujours le titre de la ressource. Vous avez ensuite le type. Ici, ce sont des écrits. Vous avez aussi le temps nécessaire pour les consulter. On a aussi sur le site des vidéos et des balados-diffusions. Vous avez ensuite la langue, parce que bien sûr, au Québec, la réalité est souvent bilingue, donc on a des ressources en anglais sur le site. Et ensuite, vous avez le lien à cliquer pour consulter la ressource, parce que la plupart de ces ressources sont à l'extérieur du portail Gérer ma douleur. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de plus que de simplement consulter des ressources, qui est déjà un pas très intéressant? Je vous présente Agir pour moi. Agir pour moi, c'est un programme d'autogestion de la douleur qui est sur le site Web, accessible gratuitement, conçu pour être réalisé par des patients sans l'aide de professionnels de la santé. Le programme Agir pour moi a été développé par Pascale Marié-Deschênes, qui est mon étudiante au doctorat, qui a commencé par regarder dans la littérature quels étaient les éléments les plus importants pour avoir un programme d'autogestion efficace. Ensuite, Pascale a travaillé avec 7 personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Je vous en présente 5. Ces 5 personnes-là, au cours du programme d'autogestion, vous les rencontrez sur une base régulière dans de courtes vidéos. Ces personnes-là nous ont aidés à faire le programme en co-construction, c'est-à-dire que ce sont elles qui nous ont dit qu'est-ce qui les avait aidés, qu'est-ce qu'ils auraient voulu savoir, quel est le meilleur moment pour apprendre certaines stratégies. Et le programme a été bâti par des personnes qui vivent avec la douleur. On y discute de plusieurs sujets, dont par exemple le pacing, retrouver l'équilibre dans son quotidien, l'activité physique qui ne veut pas nécessairement dire faire du sport, le rôle des pensées sur la douleur chronique, le rôle des habitudes de vie sur la douleur chronique et le maintien du changement. Adopter une bonne habitude, ça peut être facile pour quelques jours, quelques semaines. La maintenir dans le temps, c'est autre chose. C'est un peu comme si on vous proposait un menu dégustation. On vous propose plusieurs stratégies d'autogestion. On vous propose de les essayer pour ensuite choisir lesquelles sont les plus adaptées à votre situation. Je vous présente Pascale, une de nos patientes partenaires qui témoigne dans le programme d'autogestion. Je vous la laisse expliquer ce que c'est pour elle, l'autogestion. Les stratégies d'autogestion de la douleur que j'utilise, ce sont toutes celles qui vont être présentées dans ce programme. Gestion de l'énergie, gestion des activités, du stress, des émotions, du sommeil, l'alimentation. Toutes les stratégies, mais à différents niveaux en fonction de mes besoins à moi. Donc, c'est vraiment personnalisé selon mes capacités, selon mes limites à moi. L'idée, c'est pas de supprimer la douleur. L'idée, c'est d'être capable de profiter de la vie au maximum. La douleur chronique, c'est un peu comme un labyrinthe. Le chemin pour en sortir peut être différent pour chacune d'entre vous. Et c'est ce que vous propose Agir pour moi, c'est de trouver votre chemin pour sortir de la douleur chronique. L'autogestion est maintenant à votre portée. Je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Marie. Nous allons maintenant écouter Simon Rochat. Simon est infirmier, il a 39 ans. Depuis 17 ans, il travaille dans le Grand Est et désormais un peu plus à l'Est, pas encore trop à l'Ouest. Il travaille depuis 4 mois au Luxembourg dans un hôpital de jour pour les patients douloureux chroniques, après des expériences professionnelles en salle de réveil aux urgences, en chirurgie, en entreprise, au service qualité, en équipe mobile de soins palliatifs. Il a déjà un long parcours et malgré tout cela,
Il présente ce soir, en espérant contrôler ses vagues d'émotions, que son discours soit doux comme du beurre breton, qu'il ne boira pas trop la tasse, pas trop de bolée non plus, que ses images seront aussi fortes que les murailles de Saint-Malo, que vous arriverez à suivre le cap et qu'il y aura des tempêtes de commentaires positifs sur YouTube. Merci d'accueillir le plus stressé des pen talkers ce soir. Il vous présente Comprendre la douleur de son patient, un truc de ouf. La douleur, c'est quelque chose de passionnant. La première fois que j'ai rencontré des patients douloureux, j'étais stupéfait. Il y a tout qui avait changé chez eux. Leur comportement, leur manière de faire, leur manière d'agir et parfois même leur manière de penser. La douleur, c'est quelque chose qu'on est tous capables de repérer. C'est quelque chose d'universel. Et pourtant, on a tous une perception et un vécu différent de la douleur. Pas plus tard que tout à l'heure, et je vous assure que c'est vrai, je suis allé de la gare de l'Est à la gare Montparnasse et je me suis vautré sur l'escalator quand il a fallu prendre des affaires. J'étais là, content d'aller contre Saint-Malo et je me suis vautré. C'était drôle. C'était très drôle aussi pour ma collègue qui était derrière et qui m'a vu me vautrer magistralement sur cet escalator. Bref. C'était drôle pour elle, c'était un peu drôle pour moi, mais moi je me suis quand même fait vachement mal. Et là, je me suis rappelé que le vécu douloureux, c'est pas toujours quelque chose de très sympa. Ce que je veux vous dire, c'est surtout que la perception de la douleur est différente. Et je voudrais vous partager quelques exemples que j'ai vécus. Un des exemples que j'ai vécu, c'est la rencontre d'un patient qui avait un cancer et qui, pour lui, la douleur, ça signifiait quelque chose d'extrêmement grave. Ça pouvait être quelque chose de terrifiant pour lui. Parce que s'il avait une nouvelle douleur, ça pouvait potentiellement être synonyme qu'il avait une métastase et qu'il y a un cancer qui était en train d'évoluer à nouveau. J'ai rencontré une autre patiente qui, elle, au contraire, me disait je veux bien des médicaments, mais pas trop, la morphine, pas trop, non, ça pas trop, parce que j'ai envie de sentir ma douleur. La douleur que je sens là, c'est quelque chose qui me sécurise. C'est quelque chose qui me permet de repérer l'anomalie et de voir s'il n'y a pas un souci. Et puis, j'ai rencontré d'autres patients, ils ont eu une intervention chirurgicale hyper importante, ils se sont crachés en moto, ils ont eu des choses incroyables. Moi, je pensais qu'ils allaient avoir super mal, et puis en fait, pas du tout. On a donc tous une perception de la douleur très différente. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des patients aussi qui développent des maladies douloureuses, comme par exemple la fibromyalgie, qui n'arrivent pas à se lever le matin, qui n'arrivent pas à faire leurs activités, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des types qui arrivent à courir des kilomètres et ils arrivent à surpasser leur douleur? Pourquoi il y a autant de différences? Je crois qu'on n'est pas tous égaux finalement face à la douleur. Pourtant, moi ce que j'ai appris en découvrant la douleur, c'est qu'on a à peu près, grosso modo, le même système de détection de la douleur, le même système de fonctionnement. La douleur, elle touche plein de zones de notre cerveau, le sommeil, les émotions, notre façon de faire, notre comportement, notre mémoire, et pourtant, on est différents. Je voudrais vous parler d'une rencontre qui m'a marqué. C'est la rencontre d'une patiente qui est jeune, qui est dynamique et qui, malheureusement pour elle, c'est dans le cadre de l'équipe mobile de soins palliatifs, elle a un cancer du poumon. Elle a un cancer du poumon qui est déjà évolué et qui, malheureusement, lui détruit une partie de la moelle. Elle doit se faire opérer 2 fois du dos. Et en étant opérée, elle perd la mobilité de sa jambe droite. Elle a mal et on a beau la voir, on a beau lui donner des médicaments, on a beau essayer, on a beau discuter avec elle, on n'arrive pas à la soulager. On ne comprend pas ce qui se passe. On réessaye, on parle en équipe, on revient la voir, on essaye de la rassurer, de comprendre. Ça ne marche toujours pas. Et puis un jour, on discute avec elle, puis on discute un peu d'autres choses. On se dit, mais peut-être qu'il faudrait qu'on attaque sous un autre angle. À chaque fois, on lui parle de douleur. Et puis on parle de sa vie. Et sa vie, en fait, c'était la danse. C'était la danse classique. C'était une danseuse étoile de Paris. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris que quand elle nous parlait de sa douleur, elle nous parlait de tout ce que lui avait enlevé la douleur. Et de tout ce qu'elle ne pouvait plus faire désormais à cause de cette douleur. Ce que je voudrais vous proposer ce soir, et mon message, il est pour les deux, pour les soignants, mais aussi pour les patients. C'est une autre vision, une autre approche du patient douloureux. Nous, soignants, on est formés à évaluer la douleur, l'intensité. Et on peut être un peu comme ce type, là, le ciel est super beau, c'est sympa, il y a plein d'étoiles qui scintillent un peu de la même manière. On peut évaluer l'intensité, mais si on voit
on évalue juste l'intensité, on ne verra pas ce qu'il y a derrière, on ne verra pas quel type d'étoile c'est, on ne verra pas quel type de douleur c'est. On ne va pas aller bien loin avec ça. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut aller plus loin que ça. À nous, soignants, de comprendre l'histoire du patient, et à nous, soignants, de voir qu'est-ce que la douleur coûte au patient. À vous, soignants, aussi, peut-être de nous dire « Hé, là, je t'ai donné une valeur, mais franchement, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Est-ce que c'est pas ce qu'il y a derrière qui est important ?» La douleur, pour moi, c'est comme un trou noir qui dévore tout. C'est quelque chose qui peut être central et qui peut vraiment prendre tout sur son passage. C'est un appétit féroce. Ça peut être le centre de tout. À nous de trouver qu'est-ce qui fait que cette douleur, elle dévore tout. Qu'est-ce qui fait qu'elle est au centre? Il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que ça coûte au patient. Qu'est-ce qui fait que là, il en est à ce point-là et pas à un autre. Ce que je voudrais enfin vous dire, et je vous l'ai déjà dit au début, c'est que la douleur, c'est passionnant. Parce qu'à chaque fois qu'on va rencontrer un nouveau patient douloureux, on va rencontrer une autre histoire. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les histoires. Merci de m'avoir écouté. Elle est médecin algologue depuis 2010. Et après avoir travaillé sur les douleurs neuropathiques du cancer, puis ensuite sur le parcours de santé des patients qui souffrent de douleurs chroniques, elle étudie maintenant les douleurs chez le patient souffrant de cirrhose et elle pratique l'acupuncture. C'est sa deuxième présentation au Pain Talk France. Elle est aujourd'hui dans son fief Saint-Malo. Virginie Piano va nous parler des super-héros qu'elle reçoit en consultation. Saurez-vous les reconnaître? Je suis médecin de la douleur et je vois tous les jours mes super-héros. Imaginez, ce sont des personnes qui souffrent de douleurs au quotidien, nuit et jour. À cause de ces douleurs, ce sont des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire. Parfois, ils ont aussi, pas le moral, des troubles de l'humeur. Ils peuvent aussi avoir des vertiges, des troubles digestifs. Et malgré tout cela, ça reste des parents bienveillants pour leurs enfants. Malgré tout cela, ça reste des aidants pour leurs parents vieillissants. Plus de la moitié d'entre eux travaillent. D'autres sont des bénévoles dans les associations. Et je me dis qu'avec toutes ces douleurs permanentes, faire tout ça, pour moi, c'est être un super-héros. Alors, cette année, j'en ai parlé à tous mes patients. Et je leur ai dit, vous êtes des super-héros? Et la réponse, c'était pas du tout. Zéro. Personne n'est d'accord avec moi. Et mes patients me disent, si vous savez la perception qu'ont les personnes en me voyant, je n'ai pas vraiment l'étoffe d'un super-héros, surtout quand on me regarde de haut, quand je suis à la caisse prioritaire au supermarché. Alors j'ai envie de vous faire partager ce soir l'histoire de 3 de mes patients, 3 de mes super-héros. La première, c'est Madame E. Madame E, c'était une très grande sportive, elle faisait des études de sport et elle s'est blessée à l'entraînement. La cheville était très douloureuse, elle a eu des médicaments, elle a eu de la kiné, plein de techniques différentes. Elle a été opérée 2 fois et ça ne suffisait pas. Jusqu'au jour où elle est venue consulter et elle nous a dit « Maintenant, vous me coupez la jambe. J'en peux plus. » On ne lui a pas coupé la jambe. On lui a mis un neurostimulateur médulaire, c'est-à-dire des électrodes de chaque côté de la moelle qui sont reliées à un boîtier qu'on met dans la fesse ou le ventre et qui est commandé par le téléphone. Cet appareil permet de mettre une stimulation électrique permanente qui va faire un leurre. C'est-à-dire que la douleur, elle ne va plus être ressentie parce qu'il y a cette activité électrique. Elle est passée de 10 sur 10 à 3 sur 10 de douleur, au point de pouvoir travailler. Et donc, elle fait un dossier auprès de l'assistante sociale pour avoir un aménagement et faire du télétravail. Et ce télétravail est particulier, il lui faut 3 jours entre 2 journées de télétravail. Parce que la batterie, si elle est vide, elle a mal à 10 sur 10. Et cette batterie, elle se recharge. Et c'est long à recharger. Et donc, il ne faut pas être au boulot. Il faut être un peu au calme à la maison. Il ne faut pas être sollicité sans cesse. Et quand elle fait ce dossier, l'assistante sociale qui ne connaît pas trop lui dit « Vous avez plus mal ?»« Non. »« Vous êtes opéré ?»« Oui. » « On n'aurait pas besoin de faire le dossier. » Il n'y a plus besoin. Franchement, cette patiente-là, est-ce qu'elle c'est un super-héros ? On est d'accord. Je vous parle de Monsieur C maintenant. Monsieur C, on lui achèterait la santé. Costaud, grand, ancien chauffeur poids lourd.
sauf qu'il s'est fait opérer de la prostate et il y a eu une complication. Il souffre de douleurs pudendales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça le brûle en permanence au niveau des organes génitaux. Il ne peut plus s'asseoir. Soit c'est debout, soit c'est allongé, mais plus possible de s'asseoir sans souffrir. Et quand Monsieur C fait les courses, il s'est déjà tapé 20 minutes de voiture. Donc la douleur, elle est déjà bien intense. Et quand il fait la queue à la caisse prioritaire et que tout le monde le regarde de haut parce qu'il est costaud et qu'il a l'air en très bonne santé, il reste droit dans ses bottes parce qu'il ne va pas expliquer ses douleurs. Est-ce que Monsieur C, c'est un super-héros? Oui. On est d'accord. Et enfin, je vais vous parler de Mademoiselle V. Mademoiselle V, elle a une fibromyalgie. Mais en plus, elle a des troubles fonctionnels digestifs. Ça veut dire qu'elle peut avoir une diarrhée à tout moment, elle peut rôter, elle peut avoir des éructations. C'est très gênant. Quand elle allait au resto, elle demandait d'être au premier service. Elle demandait d'être à la table la plus proche des toilettes. Et elle demandait à ce que le service soit le plus court possible. Et puis elle a fini par arrêter parce que les gens prenaient ça pour un caprice. Donc fini les restos, plus de ciné, plus rien. D'autre part, quand elle va chez le médecin, elle prend le premier rendez-vous pour être sûre qu'elle ne va pas importuner le reste de la salle d'attente. Franchement, Mademoiselle V, c'est un super-héros? Oui. Alors, de ce fait, quand nous serons au supermarché, qu'on aura choisi, comme d'habitude, la file d'attente qui est la plus longue, et qu'on verra à côté de nous la caisse prioritaire, j'espère qu'après cette présentation, vous saurez repérer les super-héros qui se cachent au quotidien. Je vous remercie. Merci, merci. Nous arrivons à la fin de ces présentations. Je veux dire que ces soirées ne peuvent pas avoir lieu sans tous nos partenaires qui nous ont soutenus. Tout d'abord, le réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur pour leur confiance sur la SFTD, nous avoir accompagnés sur l'ensemble de ce concept. La Fondation Apicil, à nos côtés, pour sa lutte incessante contre la douleur aux côtés de la SFTD. La présentabilité qui nous a aidés à avoir de nos experts scientifiques, à les transformer en acteurs le temps d'un soir. Music Care pour son soutien à la CFETD et ForWeb pour avoir fourni le site d'inscription. Donc on les remercie chaleureusement également pour leur soutien. Et j'invite maintenant nos soignants acteurs de revenir nous retrouver un petit peu sur la scène pour quelques minutes d'échange. Quelques minutes d'échange avec la salle. Si vous avez des questions, des commentaires, des échanges, c'est avec plaisir. Mais nous rappelons quand même que ce n'est pas dans le cadre d'une consultation, bien évidemment. Alors là, il faut leur poser des questions maintenant. Ils ont été formidables quand même. Hein. On peut les applaudir encore. Alors? Ouais, c'est toujours la première. Je vous remercie tous de vos présentations respectives. C'était à la fois simple, didactique et compréhensible par tout le monde. Et j'en suis la preuve, donc ça c'est bien. La chose que je voudrais souligner, c'est que vous avez tous évoqué la nécessité d'avoir beaucoup de temps à passer avec le patient pour échanger, pour essayer de comprendre, pour essayer de creuser, etc. etc. Est-ce que c'est pas un petit peu antinomique avec la situation actuelle de notre service de soins? Allez, Virginie, on y va. Alors, c'est tout l'avantage de bosser en structure de prise en charge de la douleur. C'est aussi ce qui rend ce métier plus humain aussi, parce qu'il faut du temps. En plus, quand on s'appelle docteur piano, on prend beaucoup son temps. C'est génétique, on ne peut pas aller très vite. Je travaille aussi sur le parcours du patient douloureux chronique pour qu'on puisse aussi amener dans les soins primaires cette prise en charge et pas que à l'hôpital, parce qu'il faut savoir que malheureusement actuellement, il y a 30% de personnes qui souffrent de douleurs chroniques en France et il n'y en a que 3% qui sont pris en charge dans les centres de la douleur. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer la formation des soignants, de créer des nouveaux métiers, de nouvelles compétences, parce qu'effectivement, on pense toujours aux médecins,
Mais vous voyez bien que le médecin, c'est juste une pierre angulaire, une pièce du puzzle, mais qu'il faut toute l'équipe à côté. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'autonomie du patient, on en a parlé, parce qu'en tant que patient et en tant que citoyen, on peut faire quelque chose. Passer du temps avec quelqu'un qui a mal, c'est le soulager. Et donc, en fait, c'est une histoire finalement de responsabilité citoyenne, je pense aussi, pour essayer de contrecarrer le manque de temps, le manque de soignants et la difficulté à parfois consulter chez nous. Très bien. Donc, commentaire sur ce problème de temps. Les premières fois, les consultations première fois dans les centres de la douleur, c'est 1 heure. Hein, c'est pas 10 minutes. Voilà, c'est 1 heure je pense que tout le monde fait à peu près pareil. Même au Québec. Même au Québec. Pourtant, vous parlez plus doucement. Bon. Autre commentaire, question? Oui. J'ai rencontré un problème avec ma fille dans un centre d'évaluation et de traitement de la douleur par rapport à un déménagement qu'il fallait tout recommencer à zéro. Alors, on a une maladie chronique qu'on court déjà après le temps et on nous a fait passer en urgence. On a au bout de 5 mois. 5 mois de perdu dans le traitement de la maladie. Alors, c'est vrai que c'est toujours frustrant pour les patients, pour leurs familles et pour les soignants. Après, on a rarement une solution immédiate. Et c'est vrai que souvent, quand mes patients déménagent, je me débrouille pour les adresser à des collègues que je connais et aussi de leur donner des clés pour que, entre le déménagement, on puisse faire une téléconsulte, juste pour soutenir. Et c'est sûr qu'attendre 6 mois pour avoir une consultation, même moi j'ai été jusqu'à 18 mois de délai à une époque, c'est pas entendable. Malheureusement, quand on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas se démultiplier, sinon on consulterait jusqu'à minuit, parfois on peut accompagner en donnant des stratégies et justement en essayant de se dire on ne va pas faire tout sur le système de santé, mais on va essayer de créer des liens entre peut-être la structure autour, c'est-à-dire ça pourrait être le médecin traitant avec certaines expertises, une infirmière de ressources douleurs qui fait le relais, une téléconsultation pour soutenir en attendant les 5 ans. Mais il faut dire qu'on a tellement de prises en charge différentes dans nos centres et qu'on est tous effectivement hors délai. C'est pour ça qu'il faut créer des nouveaux parcours. Le nouveau parcours, il a été publié en 2023. Ouais. Et pour vous donner une idée, le premier parcours qu'on avait fait, c'était avec le docteur Florentin Clerc et nous étions à 2009. Donc c'est très lourd de changer aussi un parcours de santé parce qu'il y a tout ce qui est organisationnel, la création de nouveaux métiers. Et ça aussi, ça va bouger. En tout cas, c'est notre volonté. Il faut aussi savoir que le plan douleur n'a pas... Enfin, ça, c'est toi qui peux en parler. La douleur, ça ne motive pas trop au niveau des fonds. Non, ce que je peux rajouter là, c'est que c'est très important d'être formé en tant que citoyen à qu'est-ce qu'on peut faire avec sa douleur. Et je crois que des initiatives comme se font au Québec ou des plateformes pour apprendre aux patients à se prendre en charge, c'est important parce que c'est beaucoup de temps aussi qu'on passe à faire éduquer les patients dans les centres de la douleur. Cette expertise que vous avez vue là ce soir, c'est ce que nous, on répète constamment dans les consultations de douleur. Et si chacun s'en appropriait, je pense que ce serait une autonomie plus importante. Tous les patients qui sont douloureux n'ont pas besoin de venir dans les structures douleur. Hein. C'est vrai qu'on n'en prend que 3%, mais il y en a quand même une grande majorité qui peuvent être pris en charge en ville, où ils peuvent aussi travailler eux-mêmes sur comment aller mieux avec leur douleur chronique. Je ne sais pas si... Voilà, je pense que c'était important de le dire. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à tout le corps paramédical. Si les centres de la douleur chronique restent très spécifiques et la prise en charge de la maladie douleur chronique est spécifique, il y a néanmoins tout le corps paramédical, et bien sûr médical, mais aussi paramédical, et je pense notamment à des métiers qu'on ne cite pas forcément, mais les kinés, les ergos, etc., qui, s'ils sont formés, peuvent évaluer la douleur. Et peut-être aussi que là, ça peut donner des pistes pour le dépistage de la douleur chronique. Alors, on n'est pas là sur quelque chose comment dirais-je, où il y a du délai, mais déjà, je pense en amont, on a peut-être des choses encore à faire sur, en tout cas, l'évaluation et le dépistage de la douleur. Dynamique. On avait déjà cette tête de médecine parallèle, sauf que là, il fallait vraiment que ce soit destiné par centre anti-douleur. Donc,
recommencer à zéro, c'est, enfin, pour le moral, c'est horrible. Et en plus, réexpliquer, c'est très très lourd à porter. Non, non, on l'entend bien. Ce sont des parcours parfois qui sont difficiles et on prend ça. Et c'est vrai qu'on est arrivé au rendez-vous très remonté, mais quand on nous a dit qu'on nous avait fait passer au bout de 5 mois et que la prise en charge a été en plus top, il faut le reconnaître, bah, ça nous a soulagés. Mais bon, on avait quand même perdu 5 mois quoi qu'il en soit. Et dans la douleur, 5 mois, c'est la moitié d'une année. Et sur un adulte, c'est peut-être plus facile. Sur un ado, c'est compliqué. Oui. Puis il y a le problème des enfants qui grandissent, parce qu'il y a des centres qui sont pédiatriques et qu'on doit passer chez l'adulte. C'est compliqué. Voilà. On connaît les gros trous qu'il y a dans la raquette et on essaie de pallier. Et on sait que c'est difficile. Après, c'est difficile à tout âge, je pense, parce que la douleur, c'est juste infect. Et de toute façon, c'est toujours trop long, parce qu'une douleur qui dure, c'est déjà trop long. On n'est plus en termes de mois. Moi, je trouve qu'une douleur qui déjà dure depuis 1 heure, c'est déjà difficile. Alors quand ça fait des mois, je comprends que c'est difficile. Merci en tout cas pour la soirée. Et votre investissement, on a besoin de vous. Merci, merci pour l'information. Oui, encore quelques petites... Oui, il y a monsieur là-bas au bout. Quelqu'un veut répondre? Cyril, oui. Non, je pense que, alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. On parlait de prise en charge en réseau, il y a des centres d'études et traitements de la douleur, c'est le palier au-dessus, il y a le nouveau parcours qui va apparaître, mais il y a aussi des consultations spécialisées qui ne sont pas forcément des CETD complets avec toutes les professions, mais consultations. Et puis il y a aussi des médecins indépendants qui travaillent hors d'une consultation ou d'un centre antidouleur en tant que tel, mais dont c'est leur sujet, leur topic, ils ont été formés à ça. Et donc, ils vont s'entourer aussi de consultations, de centres et de professionnels de la santé autres pour monter ces réseaux un petit peu autour d'eux et justement rendre service. On sait que les gros centres qui prennent probablement en charge les patients les plus lourds au niveau de la douleur sont engorgés. Et donc, il va y avoir aussi des médecins de premier recours, pas forcément le médecin traitant, mais voilà, un deuxième palier entre les deux pour justement avoir accès à des soins un tout petit peu plus rapides. Et peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que dans ce nouveau parcours qui a été publié cette année, en mars 2023, il y a l'adressage, c'est-à-dire l'adressage du médecin traitant. Donc il faut, pour aller dans un centre de la douleur, avoir un adressage du médecin traitant, mais cet adressage ne se fait pas toujours très bien. Parfois on a une ligne, parfois c'est pas bien expliqué, parfois on ne détecte pas l'urgence, parfois on a besoin de juste un geste dans un centre de la douleur, d'une activité spécifique. Et tout ça, ça a été bien écrit de comment adresser pour pouvoir rentrer plus rapidement pour les patients urgents, prioritaires, ou parce qu'on a besoin juste d'une technique qui peut se faire dans un centre spécialisé. Donc ça, c'est quand même une avancée. Et puis, je rappelle que vous l'avez sur Internet, vous mettez structure de la douleur chronique, vous tombez sur un site du gouvernement, vous cliquez sur votre région, et quand vous êtes dans votre région, vous avez la liste de toutes les consultations et centres de la douleur. Et ça peut être aussi un outil pour venir voir son médecin traitant, dire écoutez, regardez, à côté de chez moi, il y a ça là, est-ce que vous pourriez m'adresser? Qu'est-ce que vous en pensez? Françoise, elle a envie de... Alors ça dépend des plateformes. Toutes les plateformes, ex-plateformes, tous les dispositifs ne le font pas dans toutes les régions. Mais effectivement, il y en a de plus en plus. Et ça marche très bien. Tout à fait. Et en fait, l'idée du nouveau parcours, c'est qu'il y aura une partie qui sera en fait organisée par les communautés, les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire une autre façon d'organiser les soins entre la ville et l'hôpital, avec l'appui effectivement des dispositifs DAC.
nous sommes obligés de rendre l'amphithéâtre. Nous avons passé une excellente soirée. Nous vous invitons à revenir l'an prochain. Si vous ne pouvez pas venir dans la ville où aura la CFETD, vous pouvez suivre par vidéo sur la chaîne YouTube. On applaudit encore bien fort nos soignants. Et merci à vous pour votre présence.